La Roumanie s'apprête à passer son premier réveillon de liberté. Le nouveau régime de Bucarest prépare les élections d'avril prochain. La démocratie avance pas à pas. Gigantesque chaîne de la paix à Jérusalem. Plusieurs milliers de manifestants pacifistes autour de la vieille ville. Un défilé qui s'est terminé par des heurts avec la police israélienne. Un conflit lointain et oublié, la Corée. Un seul peuple vivant dans deux pays différents. 5 millions de familles séparées depuis 40 ans. En France, les petits pompistes en voie de disparition, des mesures d'urgence prises pour que les stations-service ne disparaissent pas des routes françaises. Bonsoir. La Roumanie se prépare donc à finir l'année 89 dans la liberté. Une liberté chèrement acquise, on le sait. 1990 sera pour les Roumains l'année des premières élections libres depuis bien longtemps. Comment les habitants de Bucarest préparent ce premier réveillon de l'après-Ceausescu? C'est ce que nous allons savoir immédiatement en retrouvant en direct sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Magnier. Stéphane, quelle est l'ambiance? Oui, écoutez, l'ambiance est celle que l'on peut imaginer, c'est-à-dire des gens qui ont fait beaucoup de courses, qui n'ont pas pu en faire pour Noël, puisqu'on tirait dans la rue. Alors évidemment, les magasins étaient parfaitement inaccessibles, mais aujourd'hui, ils se sont un petit peu rattrapés, d'autant plus qu'en Roumanie, le grand réveillon, celui où on fait la fête toute la nuit, c'est celui du 31 décembre. Donc tout le monde se préparera encore demain d'ailleurs, exceptionnellement, les magasins sont ouverts. Et puis, vous ne voyez pas grand monde dans les rues, tout simplement parce qu'il y a 1 heure de décalage horaire, et donc 9 heures du soir ici en Roumanie, et à cette heure-ci, tout le monde, bien entendu, surtout avec une telle neige, est rentré chez soi. Stéphane, ici à Paris, on attend des nouvelles des petits Roumains qui ont été adoptés par plusieurs familles françaises. Avez-vous, vous, des nouvelles fraîches? Oui, nous avons des nouvelles toutes fraîches. Nous avons eu la possibilité, je n'oserais même pas dire la chance, en tout cas, nous avons eu la possibilité d'aller les voir cet après-midi. Ce sont des enfants qui sont donc déjà à moitié français, qui ne connaissent pas encore ce pays, qui vont, espérons-le, le voir d'ici une quinzaine de jours. Ils sont dans un orphelinat, nous ne les avons pas tous vus, nous en avons vu une quarantaine. Bruno Gex et Jean-François Hoffmann ont fait la visite de leur chambre, de leur territoire pour l'instant. Regardez. Voilà 2 jours qu'Albert Robert sillonne les rues enneigées de Bucarest. Médecin du Monde lui a confié une mission délicate, recueillir le maximum d'informations sur l'état de santé de 85 enfants roumains dont les familles adoptives sont sans nouvelles depuis plus de 2 ans. Ils sont une vingtaine, ici à la crèche Sainte-Catherine, le plus grand orphelinat du sud-est européen. Ce que je souhaitais, c'est qu'on ait des images de ces enfants que moi j'ai vus hier en très bonne santé, en très bon état, pour qu'on puisse ce soir les montrer en France à la télévision et que les parents voient que leurs enfants vont bien. Bien, attendez un moment. À l'heure de la sieste, c'est Christina qu'on réveille la première. Quel âge a-t-elle? Christina Florescu, cette petite fille de 3 ans et demi, qui n'a pas vu ses parents français depuis 1987. Elle est très jolie. Nous n'avons pas l'accord des étages supérieurs de l'administration, des autorités, pour permettre à ces parents de visiter les enfants. Et pour quelle raison vous n'aviez pas cet accord? Ça, je ne sais pas. Je crois que personne ne sait pas. Toutes les procédures d'adoption avaient été bloquées jusque-là par Ceausescu lui-même. En quête de reconnaissance internationale, il exigeait du gouvernement français d'intervenir officiellement, un chantage toujours refusé par Paris. Ah ben Mathieu, je le reconnais là-bas, c'est Mathieu. Ceux-ci ont perdu l'habitude des visites. À notre arrivée, les bras se tendent. La joie de ces enfants avides de chaleur humaine. Nicolas Makarescu, 3 ans et demi. Ses parents habitent le sud de la France, ils l'attendent. Ce petit garçon, il a rencontré ses parents entre 6 mois et 1 an et demi, il les a vus souvent, il s'est beaucoup investi comme ses parents vis-à-vis de lui, ils se sont aimés, il ne s'en rappelle pas, mais c'est dans sa tête, c'est engrammé aussi dans toute sa sensibilité, et maintenant il va retourner vers ces images très positives, et ça va être aussi un petit peu le problème de sa fragilité, mais je pense qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup aussi d'informations, ça se passera très très bien. Bientôt, Nicolas et ses petits camarades rejoindront leurs parents en France. D'ici quelques semaines, le nouveau gouvernement roumain en a fait la promesse. Je voudrais vous dire encore qu'il y a ici, à quelques dizaines de mètres de moi, 2 pères qui sont venus dès le début des événements pour essayer de voir leurs enfants et de les ramener avec eux, et qui pour l'instant attendent, qui campent pratiquement jour et nuit à l'ambassade, en espérant que
Ils vont pouvoir emmener leurs enfants avec eux d'ici quelques jours. Pour l'instant, ils attendent, comme tous les autres. Ces enfants qui vont passer vraisemblablement, espérons-le, leur dernier réveillon de fin d'année ici en Roumanie et que 1990 sera le début, pour eux en tout cas, d'une nouvelle vie. Merci Stéphane. Nous avons reçu ici à Paris les premières images de ce qui s'est passé le 17 décembre dernier à Timișoara, la ville où a commencé le soulèvement roumain. La ville qui a apparemment payé le plus lourd tribut à la révolution. Ces images tournées par un amateur montrent l'arrivée des chars dans Timișoara, des chars qui ensuite ont ouvert le feu sur la foule prise de panique. Des images d'amateurs que je vous laisse découvrir quelques secondes. Voici les chars qui entrent dans la ville de Timișoara. Ces images ont été diffusées aujourd'hui par la télévision yougoslave. La Tchécoslovaquie, elle, savoure les joies de la liberté retrouvée sans violence, sans mort. Après l'élection de Václav Havel hier à la présidence du pays, Prague a fait la fête toute la nuit. Christophe Tortora. La Tchécoslovaquie s'est offert une Saint-Sylvestre avec 2 jours d'avance. En dépit du froid mordant, plusieurs milliers de personnes sont descendues hier dans les rues de Prague fêter l'élection de Václav Havel à la présidence de la République tchécoslovaque. Pragois et touristes ont dansé sur des musiques traditionnelles au pied de la statue du héros de Prague, Jean Hus. Le dramaturge est venu saluer brièvement la foule massée sur la place de la vieille ville. Et le président portugais, Mário Soares, avait tenu à être l'un des premiers à féliciter celui qui fut le plus illustre des dissidents sous l'ancien régime communiste. Pour clore momentanément ce chapitre de l'actualité à l'Est, 2 sondages concordants réalisés en France et en Grande-Bretagne. Mikhail Gorbatchev fait visiblement l'unanimité. Il a été élu homme de l'année selon une étude d'opinion de la Sofres publiée aujourd'hui par Le Figaro. Le 2e sondage a été réalisé auprès des téléspectateurs britanniques qui ont eux désigné le numéro 1 du Kremlin, homme d'État de la décennie. En Israël, la chaîne de la paix organisée par des pacifistes a été brisée par des heurts violents avec la police. Cette manifestation géante autour des murailles de la vieille ville de Jérusalem s'est en effet terminée par des affrontements entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Des heurts qui ont fait plusieurs dizaines de blessés. Sur place, pour Antenne 2, Charles Anderlin. Ce devait être la fête de la paix. Un gigantesque happening pacifique autour de la vieille ville de Jérusalem. Israéliens et Palestiniens côte à côte en compagnie de 1300 personnalités venues d'Europe et des États-Unis. 15 000 personnes selon la police, plus de 20 000 selon les organisateurs. Devant la porte de Hérode, les policiers affirment avoir entendu des slogans pro-OLP interdits. Et subitement, sans le moindre avertissement, ils ont lancé des grenades lacrymogènes dans la foule. Les premiers blessés. La police tire des billes et des balles en caoutchouc sur des manifestants d'où ne venait aucune provocation. Un médecin israélien soigne un Palestinien. Les secouristes palestiniens ont été touchés par des balles en caoutchouc. Un peu plus loin, la manifestation s'est reconstituée. Parmi les 2 peuples, il y a une grande majorité pour la paix. Et cet incident, cette attaque criminelle de la police ne changera rien. Toutes les guerres, j'ai participé, je suis capitaine de chars. Je donnais pour toutes les guerres d'Israël. Vous avez reçu du gaz ici, comme tout le monde. J'ai reçu du gaz et c'est pour la seule raison que je veux la paix. Nous n'en avons marre jusqu'à là. Nous voulons une paix. Vite et vite. Porte de Damas, 100 mètres plus loin, la police disperse les derniers attroupements. Il y a une 50aine de blessés, dont plusieurs Français légèrement atteints. 45 arrestations des Israéliens, des Palestiniens et des étrangers, pour qui une journée de fraternisation s'est terminée derrière les barreaux.
Ces événements font scandale en Israël. Situation toujours confuse au Panama. Les États-Unis et le Vatican continuent de négocier sur le sort du général Noriega, l'ancien dictateur réfugié à l'ambassade du Vatican à Panama City. Plus d'une semaine après le début de leur opération militaire, les troupes américaines semblent s'embourber dans le conflit panaméen. Incident diplomatique très significatif hier, des militaires américains ont fait irruption dans l'ambassade du Nicaragua à Panama. Explication, Jacques Violet. Cet incident va compliquer la situation des quelques 25 000 hommes de l'armée américaine au Panama. Vendredi soir, une soixantaine de GIs font irruption dans l'ambassade du Nicaragua à Panama et donnent l'ordre à l'ambassadeur ainsi qu'à 7 Nicaraguayens de quitter les lieux pour pouvoir fouiller les bâtiments. Une intervention justifiée par des rumeurs faisant état de caches d'armes dans l'ambassade. La fouille durera 2 heures. Selon le colonel américain, porte-parole du commandement au Panama, des armes, des pistolets mitrailleurs et des grenades anti-chars auraient été découvertes. Pour l'ambassadeur du Nicaragua au Panama, il s'agit là d'une atteinte à la souveraineté nationale, une violation du droit et des conventions internationales. En représailles à cette intrusion des troupes américaines, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a ordonné l'expulsion de 20 diplomates américains en poste à Managua. Les négociations piétinent entre les États-Unis et le Vatican sur l'extradition du général Noriega, toujours réfugié à l'Annonciature à Panama. Depuis le 20 décembre, date de leur arrivée au Panama, les troupes américaines encerclent les ambassades du Nicaragua, de Cuba et de la Libye, de crainte que Noriega puisse y trouver des appuis ou même un refuge. Et puis nous l'avons appris juste avant ce journal, l'URSS vient de demander le retrait immédiat des troupes américaines au Panama. L'ambassadeur des États-Unis à Moscou a été convoqué d'urgence. L'Union soviétique parle de violation des lois internationales. Jusqu'à présent, Moscou avait été plutôt discrète dans cette affaire panaméenne. Un conflit lointain et presque oublié à présent, celui de la Corée. La Corée divisée en deux depuis 40 ans. 5 millions de familles coréennes vivent séparées par la ligne de démarcation entre le nord et le sud. 5 millions de familles qui espèrent toujours se trouver réunies un jour. Reportage, Jérôme Bonny, Gilbert Rusan. Nous pleurions tellement, ma sœur et moi, que nous ne pouvions pas parler. Nous nous retrouvions après 36 ans et 8 mois de séparation. Sans parler, quelque chose nous venait directement au cœur. Je me disais, nous ne sommes pas mortes, nous voilà ensemble. On dit qu'il y a 5 millions de familles séparées. Moi, j'avais la chance d'être parmi les 50 retournés là-bas. Je ne vous dis pas le nombre de personnes âgées qui viennent me voir juste pour me serrer la main parce que je suis allée là-bas. Leur voyage, à eux, s'est arrêté au 38e parallèle. Comme 5 millions d'autres familles séparées, ils n'ont pas la moindre nouvelle depuis 40 ans de leurs parents du Nord. Pas la moindre lettre, pas le moindre coup de téléphone. Ils ne savent même pas s'ils sont encore en vie. Sous ce monument portant l'inscription « Leur lieu de naissance leur manque », ce rituel confucianiste s'adresse à la famille du père de cet homme. Il pleurait souvent, surtout les jours de fête. Il nous disait « j'ai envie de les revoir ». Il est mort à 90 ans, il avait assez vécu, il n'avait rien à regretter, sauf de n'avoir pu retourner dans son pays. Kim Sin-sam porte un nom de garçon, comme c'est de coutume en Corée, pour une 3e fille. Toute sa réussite, elle l'a menée avec acharnement contre ce double handicap de départ, être femme et venir de Corée du Nord. Exilée, sans famille au sud, sinon son mari, épousé avant de fuir. Son père, riche propriétaire, symbolisait, pour les révolutionnaires de Corée du Nord, les valeurs à abattre. Mon père et moi, nous sommes passés au sud, chacun de notre côté. Pendant la guerre de Corée, malheureusement.
Lui, il a été arrêté et emmené par ces gens-là. Il est probablement mort à l'heure qu'il est. Je dois un jour retourner dans mon pays, donc je me dis d'ici là, je dois continuer à vivre, coûte que coûte. Je ne dois pas mourir avant d'avoir vu mon pays. Elle a, dans son malheur, la chance d'être dans quelques jours du prochain voyage vers le nord, le deuxième en 40 ans. Retour en France pour une histoire peu banale, un conte de fin d'année. Née en 1613, la maison Mellerio est devenue à travers les siècles une véritable légende. Comment quelques ramoneurs italiens sont-ils à l'origine de ce qui est devenu la plus ancienne entreprise française? C'est le bon point de la semaine. Reportage Jean-Pierre Métivet, Bernard Puissesseau. La plus ancienne entreprise française, on la doit à des gueules noires et à une conjuration. C'est Mellerio dit Meller, joaillier, rue de la Paix. L'affaire remonte à Marie de Médicis et depuis elle a toujours scintillé entre les mains d'une même famille. Mais tout a débuté par un complot en 1613. Ce complot, des ramoneurs vont le découvrir. Chaque année, ils viennent sur Paris depuis 3 minuscules villages d'Italie. Certains d'entre eux ont 8 ans. L'un travaille chez Maître Pideau. Lui a un monopole, le ramonage des cheminées du Louvre, où se trouve la cour du roi. Depuis les toits du palais, par un conduit, l'un de ces ramoneurs, l'un de ses gosses, va surprendre un complot contre le jeune Louis XIII. C'est de là que vont naître les soudaines richesses de 3 villages italiens. En Italie, à Cravegge, à Malestro, à Villestre, les villageois commémorent toujours l'événement. Pour avoir déjoué le complot, Marie de Médicis leur a accordé un privilège extraordinaire, auquel n'avaient même pas droit les Français. Celui de pouvoir colporter, vendre, acheter, à Paris ou dans tout autre lieu du royaume, les quincailleries, orfèvreries, sans être inquiétés ni troublés par les orfèvres et les merciers locaux. À la mairie de Cravegge, on conserve pieusement cet édit royal de 1613. Le plus étonnant, le privilège sera renouvelé à chaque règne, par Louis XIII accédant au trône, puis par Louis XIV, puis par Louis XV et enfin par Louis XVI en 1760. C'est l'histoire extraordinaire d'un contrat de reconnaissance entre la royauté française et les habitants de 3 petits villages, dont la famille Mellerio, qui a duré pendant 200 ans. À Cravegge, à peine 3000 habitants. Pourtant, l'église renferme un trésor fabuleux. Les offrandes à la Vierge de tous ceux qui ont réussi au village, comme les Mellerio devenus joailliers à Paris. La piété italienne, et puis des dévotions plus matérialistes. Car dans l'église, on trouve aussi des robes de Marie-Antoinette, rachetées après sa mort sous la Révolution et transformées en chasubles de prêtres. Ultime action de grâce envers la famille des Bourbons. Les petits pompistes français en voie de disparition. 2 tiers des communes de l'Hexagone n'ont plus de point de vente d'essence. L'avenir des stations-service de taille modeste inquiète les pouvoirs publics. Le ministre du Commerce vient d'ailleurs d'annoncer une série de mesures en faveur de ces petits détaillants qui souffrent terriblement de la concurrence des grandes surfaces. Un exemple, dans le sud de la France, Patrice Vollet et Jean-François Giorgetti ont constaté qu'entre Aix et Marseille, la panne sèche guette les automobilistes. Les pompes à la campagne ne font plus recette, 18 000 fermetures depuis 80. Chantal Sustranck et son mari n'en sont pas là, mais en 2 ans, leur situation commerciale n'a cessé de se détériorer. Alors il faut compenser par une présence de tous les jours et oublier les vacances. On est obligé de faire beaucoup d'heures. On fait quand même 6 heures à 21 heures tous les jours, même le week-end, le jour de fête. On est obligé pour pouvoir tenir par rapport à la concurrence. S'il y a encore une grande surface qui se monte à côté, c'est fichu pour nous, parce qu'on a beaucoup de clients des villages à côté. Et donc, s'il fallait faire encore plus d'heures et ouvrir la nuit, ça vaudrait tout le coup. La grande surface, c'est un complément, c'est pour attirer la clientèle. Eux, l'essence, c'est rien, même qu'ils ne gagnent pas dessus, ça leur est égal. En moyenne, 20 centimes de différence avec la grande surface du coin. Les clients ici viennent surtout en dépannage, tôt le matin ou tard le soir. Pour les attirer, quelques services, boissons, cassettes, clés minutes. Mais le rayon épicerie, lui, n'a tenu que quelques mois.
La seule diversification intéressante, c'est souvent un atelier mécanique. Depuis 10 ans, c'est lui qui fait vivre la station. Car en plus, sa nécessaire modernisation se heurte au choix sans appel des compagnies pétrolières. Les pétroliers sont des gens très durs et qui ont toujours dit nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça, mais finalement on voit souvent jamais rien venir. Hein. C'est toujours un peu l'Arlésienne. Hein. J'aurais intérêt à moderniser pour faire face à certains critères, faire voir que nous sommes là, que nous pouvons encore exister. Mais la moderniser comment? Avec quels capitaux? Loi économique imparable, les petits mangés par les gros. Il est pour bientôt le temps où la panne sèche sera interdite sur le bord des routes départementales. Le reste de l'actualité française, un gendarme tué par un chauffard en Charente. Ce gendarme qui participait à un contrôle de vitesse a été mortellement blessé par un automobiliste refusant de s'arrêter. Le chauffard a pris la fuite après avoir traîné le gendarme sur plusieurs mètres. Message de condoléances de François Mitterrand aux veuves des 2 policiers tués à Nîmes jeudi soir. 2 policiers qui avaient trouvé la mort au cours d'une fusillade avec un évadé de la prison de Mende. Un évadé qui avait été lui-même abattu ensuite par un autre policier. Tremblement de terre ce matin en Yougoslavie. 3 secousses se sont produites dans une région où se trouve la seule centrale nucléaire du pays. Ce séisme n'a pas fait de dégâts, mais il intervient 2 jours après le tremblement de terre en Australie, 2 mois après la catastrophe de San Francisco et 1 an après le terrible séisme d'Arménie. Cette semaine, même la France a été touchée par une secousse tellurique. Les habitants de la Côte d'Azur ont eu peur mardi dernier après un léger séisme dans leur région. Est-ce à dire que la Terre bouge de plus en plus? Non, répondent les spécialistes, l'activité terrestre est normale. Explication, Patrice Pellet. Le dernier tremblement de terre important, c'était en Australie il y a quelques jours. Une secousse de 5,5 degrés sur l'échelle de Richter, selon un sismologue australien, une puissance comparable à l'explosion de plus de 50 000 tonnes de TNT. Et puis hier, cette dépêche nous apprenait que la Terre tremblait à nouveau en Californie. Les scientifiques américains s'inquiètent, ils redoutent un nouveau tremblement de terre important. En fait, cette menace sur la Californie pourrait s'appliquer à bien d'autres parties sensibles de notre globe. Car la Terre, formée il y a environ 4 milliards d'années, a un sous-sol en perpétuel mouvement. Sans cesse, les plaques qui forment les continents se frottent entre elles, se rapprochent ou bien s'écartent. L'onde de choc, de ce qu'il est convenu d'appeler un séisme, peut alors se propager à des dizaines de kilomètres et si une ville se trouve sur son passage, c'est la catastrophe. Les grands séismes font parler d'eux, les petites secousses, moins. Et pourtant, elles font partie de notre environnement quotidien. On en compte environ 10 000 par an, près de 28 par jour. Et d'ailleurs, ce matin, la Terre a tremblé par 3 fois en Yougoslavie. De petites secousses, certes, mais elles ont fait peur. L'épicentre du séisme se situait tout près de l'unique centrale nucléaire yougoslave. Ce n'est pas demain que les tremblements de terre cesseront. La formation de la Terre n'est pas tout à fait terminée. Il nous faudra encore attendre quelques millions d'années. Un petit peu de patience. En sport à présent, mais plus précisément en basket. L'équipe de France a ramassé 2 bûches dans le tournoi de Noël qui vient de se terminer à Bercy. La France finit à la 4e et dernière place de cette compétition, remportée il y a quelques minutes par l'équipe américaine des All-Stars. Olivier Ray. 2 bûches pour l'équipe de France au tournoi de Noël. Battue vendredi sans gloire par une sélection de joueurs américains, elle a subi une 2e défaite face au Brésil. Malgré l'adresse exceptionnelle de Richard Dacoury, auteur de 35 points, l'équipe de France a une fois encore déçu. Elle n'est jamais entrée dans le match. Menée à la mi-temps de 6 points, malgré les conseils de leur entraîneur Francis Jordan, les Français n'ont jamais pu revenir à la hauteur des Brésiliens. Dominés au rebond, manquant d'agressivité, les Français se sont donc inclinés logiquement devant les Brésiliens 109-100. Ils terminent bon dernier de ce tournoi de Noël et clôturent surtout l'année 1989 sur une bien mauvaise note. Les résultats du tiercé Quarté Plus qui se courait aujourd'hui à Vincennes. Pour le tiercé, il fallait jouer le 6, le 10 et le 2. Rapport pour Saint-Franc,
3068 francs, dans un ordre différent 216 francs 50. Pour le Quartet Plus, il fallait ajouter l'As, rapport pour 6 francs 16 242 francs, dans un ordre différent 660 francs. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Aux alentours de minuit, vous avez rendez-vous avec Philippe Gassot pour la dernière édition, juste après l'émission d'Antoine Decaune consacrée au rock des années 80. Ce sera à 22h40. Et puis, avant de vous quitter, je vous signale que l'Opéra de Paris donnera demain à 14h une représentation exceptionnelle de La Belle au bois dormant sur une chorégraphie de Rudolf Nureyev. Toutes les recettes de ce spectacle ainsi que les cachets des artistes seront intégralement versés aux organismes humanitaires qui en ce moment tentent d'aider la Roumanie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur Antenne 2 avec Champs-Élysées dans quelques instants, juste après les prévisions météo de José Blanc-Lapierre. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Bonsoir.